Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons reprendre le cours des 17e rencontres au cœur du débat avec les 3 sessions programmées cet après-midi. Donc, je suis Philippe Mabot de Rennes. Je vais peut-être enlever mon masque. Et j'ai le plaisir d'animer cette session avec Vincent Props de Nantes. Donc, la première session est consacrée à repenser l'organisation des soins, une thématique très vaste, et nous avons la chance d'accueillir 3 orateurs. Et je vais tout de suite donner la parole à Christine Laliberté, qui nous fait la chance d'être connectée avec nous du Canada, de Québec. Donc, Christine Laliberté est infirmière praticienne spécialisée, donc un terme qu'on ne connaît pas beaucoup en France. Alors maintenant, en France, on a ce qu'on appelle des IPA, des infirmières de pratique avancée. Ce n'est pas tout à fait la même terminologie. Et donc, vous êtes donc infirmière praticienne spécialisée au Québec et vous êtes également chargée d'enseignement à l'Université Laval. Donc, vous allez nous faire partager votre expérience. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je vous remercie sincèrement de m'avoir invité à venir présenter pour vous. Alors, je vais vous parler donc du rôle de l'infirmière praticienne spécialisée, notamment en première ligne en soins primaires. Donc, un peu comme la médecine familiale. Alors, au Québec, le rôle a été pensé, voilà, je m'excuse, petit problème de mouvement de PowerPoint. Alors, a été pensé pour améliorer l'accès, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. Donc, le but n'étant pas de remplacer les médecins, mais bien de travailler en complémentarité avec les équipes médicales dans le but d'offrir plus d'accessibilité aux soins et services pour les patients. Donc, la condition d'admission pour les formations académiques au Québec, ça prend au moins 2 ans d'expérience en tant qu'infirmière clinicienne, donc bachelière, dans un domaine particulier, dont 1 an dans les soins très spécifiques là, dans lequel elle va faire sa spécialité au Québec. Donc, à la suite de laquelle on fait une maîtrise et un diplôme d'études supérieures spécialisées combiné sur une période intensive de 2 ans qui se termine par un stage de 950 heures dans le milieu clinique avec les équipes médicales et dans le milieu de soins dans lequel l'infirmière praticienne va travailler éventuellement. Au Québec, je vais vous montrer un petit peu plus tard, il y a 5 classes de spécialité d'infirmière praticienne spécialisée. Donc, moi, je suis en première ligne, mais il y en a 4 autres que je vais vous présenter sous peu. Dans la pratique d'infirmière praticienne, c'est un rôle de pratique avancée. Ça combine, au-delà des compétences médicales, des compétences de leadership, de mentorat, de supervision. Il y a beaucoup d'accompagnement qui va se faire aux équipes de soins infirmiers pour rehausser le type de soins qui va être offert. En fait, 70 à 80% du temps, on travaille en soins directs à la clientèle. On a une charge de patients qui nous appartient, qui peut être, comme dans mon cas, environ de 800 personnes différentes avec différents problèmes de santé pour lesquels je vais assurer le suivi. Le fonctionnement avec nous et les patients, c'est vraiment d'abord une décision partagée dans les soins avec le patient et sa famille ou ses proches. Ensuite de ça, il y a beaucoup d'accent qui est mis sur la prévention et la promotion de la santé pour éventuellement en arriver à prescrire des traitements. Je vous montre ça sous peu. Et il y a beaucoup de collaboration interprofessionnelle qui va se faire. C'est une pratique aussi, comme pour les médecins, qui est basée sur les résultats probants. Et il y a un 20 à 30 qui, pour moi, correspond à une journée par semaine où je suis impliquée dans l'enseignement, soit des cours théoriques physiopathologie auprès des infirmières praticiennes au 2e cycle universitaire ou encore au niveau de la supervision ou de la collaboration pour les stages. Je fais aussi l'accompagnement de l'équipe de soins dans ma clinique, les infirmières praticiennes particulièrement, cliniciennes, pardon, et on collabore à la recherche. Donc, on a quand même un horaire assez chargé pour notre pratique, qui n'est pas uniquement une pratique clinique, mais quand même majoritairement pratique clinique. Au Québec, les infirmières ont 17 activités réservées. Par exemple, ça peut être de prescrire avec des protocoles de la médication, des techniques invasives et autres. Mais chez l'infirmière praticienne, ce n'est plus ces activités réservées uniques, c'est qu'on a ajouté des activités complémentaires depuis le 25 janvier de cette année, notamment diagnostiquer des maladies. Auparavant, on émettait des impressions diagnostiques qu'on confirmait avec les médecins avec lesquels on travaillait, mais maintenant,
on peut diagnostiquer les maladies. On prescrit les examens diagnostiques, on utilise les techniques diagnostiques invasives ou non. On peut déterminer aussi les plans de traitement médicaux, prescrire des médicaments, autres substances et des traitements médicaux sans liste. Jusqu'à 2018, on avait des listes spécifiques. Maintenant, il n'y a plus de liste, c'est vraiment selon le besoin du patient. Et finalement, effectuer les suivis de grossesse, c'était déjà possible depuis 2009 pour les infirmières de la première ligne, praticienne de la première ligne. Et depuis cette année, il serait possible pour une infirmière praticienne spécialisée en centre hospitalier de faire des suivis de grossesse à risque élevé. Donc, la collaboration médicale est essentielle. Il y a une collaboration qui est présente, mais sans entente de partenariat. On avait soit des ententes ou des conventions de partenariat, par exemple en Suisse, qui vont avoir, ça n'existe plus pour nous maintenant. C'est une pratique autonome, mais dans une collaboration comme avec les autres professionnels de la santé qui se maintient avec les équipes médicales. Les interventions ne sont plus obligatoires auprès du médecin partenaire. C'est seulement si ça dépasse nos compétences, l'état de soins s'est détérioré, il y a un nouveau diagnostic avec lequel on n'est pas confortable, ou il y a des blessures au travail qui nécessitent des certificats particuliers. À ce moment-là, on va faire appel aux médecins avec qui on collabore. On est dans des modèles de soins vraiment consultatifs, c'est-à-dire qu'on va parler avec les équipes médicales seulement si on en ressent le besoin en fonction des éléments que je viens de vous mentionner. Donc, il n'y a pas d'alternance de visite, à moins qu'on le désire parce que la situation est trop complexe. La démarche clinique de l'infirmière praticienne, c'est exactement la même démarche clinique qui est effectuée avec les médecins, c'est-à-dire qu'on va évaluer la condition de santé du patient, on effectue l'histoire de la maladie, une revue des systèmes, un examen physique ciblé pour lequel, à la suite, on va faire un plan d'intervention approprié qui va être non pharmacologique et pharmacologique, incluant le counseling, l'éducation à la santé, l'accompagnement famille-patient. Donc, on a 5 classes de spécialités, comme je mentionnais. On a la néonatologie, la première ligne, donc comme moi, la santé mentale, les soins aux adultes qui peuvent aller dans différents domaines de soins, par exemple la pneumologie, l'oncologie, l'hémato-onco, la cardio, la néphro, etc. Et on a les soins pédiatriques aussi. La majorité de ces professionnels-là vont œuvrer en centre hospitalier, sauf la première ligne. Donc, sur des départements très spécialisés, ultra spécialisés ou parfois des cliniques externes. S'il y a une clinique spécialisée hors centre hospitalier, par exemple, où il y aurait des pédiatres, une IPS en soins pédiatriques pourrait aller travailler dans cette clinique-là. Pour ce qui est des infirmières en première ligne, on est dans des cabinets médicaux, des centres locaux de services communautaires. On peut être aussi en centre d'hébergement de soins de longue durée pour les personnes âgées, en dispensaire, on peut aller dans les milieux carcérales, les cliniques de réfugiés, centres de protection enfance et jeunesse et certains organismes communautaires. Et le type de clientèle de la première ligne, c'est vraiment 0-100 ans, donc sur un continuum de soins de la naissance au décès, peu importe l'âge et les conditions de santé, on peut assurer le suivi des patients. Le contexte législatif depuis cette année fait en sorte que maintenant, les infirmières praticiennes relèvent de la loi sur les infirmières et infirmiers. Jusqu'à maintenant, c'était sous la loi médicale, ça ne l'est plus maintenant. Il y a eu des modifications aussi au niveau de la loi qui fait en sorte que ce sont les directrices des soins infirmiers qui surveillent l'acte des infirmières. Ce ne sont plus les médecins qui effectuent la surveillance. Par contre, on travaille en collaboration, évidemment, que s'il y a des enjeux, ça va ressortir, ça va être discuté. Finalement, dans les changements de lois et règlements, ça découle 10 lois et 30 règlements complémentaires. Donc, au Québec, il y a encore des modifications législatives qui sont en cours pour faire en sorte qu'on puisse avoir notre rôle complet depuis la pose du diagnostic, ce qui amène, par exemple, à pouvoir remplir des certificats médicaux, des documents d'assurance, que ce soit pour les grossesses, pour les accidents de travail, accidents de la route, etc. Tout ça est en développement pour venir en concordance avec la nouvelle loi qui est en place depuis janvier cette année. Et il y a encore des travaux donc qui sont en cours pour l'inscription de la clientèle. Est-ce qu'elle demeure au nom des médecins ou au nom des infirmières praticiennes? L'évaluation des troubles mentaux qui est maintenant spécifique aux IPS en santé mentale, mais qui est un enjeu pour les IPS de la première ligne parce que c'est notre quotidien. Donc, il y a une restriction là à poursuivre au niveau des travaux. Les admissions et les congés hospitaliers, les soins palliatifs,
Maintenant, ça fait partie de notre rôle aussi. Donc, il y a des travaux en cours à ce niveau-là. Établir le niveau de soins, l'aide médicale à mourir, tout ça est en modification et s'assurer d'utiliser le rôle de façon optimale, entre autres pendant la pandémie. Alors, c'est tous des enjeux qui sont en développement. Alors, pour conclure, ce que les études disent, c'est que les infirmières praticiennes dans le réseau de la santé, au niveau clinique et sécurité des patients, ils ont remarqué une réduction des taux de mortalité, morbidité, des taux de complications, une augmentation de qualité de soins. Au niveau organisationnel, le temps d'attente, par exemple, dans les urgences, les transferts imprévus aux soins intensifs, la coordination des soins, les admissions congés hospitaliers et taux de réanimation se sont modifiés, soit qu'il y a eu des gains, des améliorations ou la présence d'IPS maintient de façon similaire, mais ne réduit pas la qualité de soins. Et finalement, l'expérience des patients, c'est de la satisfaction. L'approche patient-partenaire est très importante au Québec actuellement et les perceptions du patient face à l'état de santé se sont modulées, modifiées. Et donc, ce ne sont que des gains de travailler ensemble, médecins, IPS, en pratique clinique. Alors, le reste du Canada avait déjà un rôle comme ça. Pour nous, depuis le 25 janvier, on les a rejoints, sauf pour la composante de la santé mentale, mais uniquement pour les IPS de la première ligne particulièrement et celles qui travaillent en centre hospitalier. Alors, des gains, voilà. Alors, on est très satisfait et j'espère que ça vous a convaincu. Je vais être ouverte à la discussion quand quand on y sera rendu. Merci. Merci beaucoup, Christine, pour cette présentation donc, sur des nouvelles pratiques qu'on découvre en France, parce que la France n'a pas pris très vite ce virage. Donc vous avez déjà un petit peu d'expérience. Donc on a vu que la loi avait quand même changé en 2021 avec une ouverture beaucoup plus marquée que ce qui était déjà en place initialement. Et comment c'est vécu de votre côté, à la fois du côté des infirmières praticiennes spécialisées, finalement, qui se retrouvent avec beaucoup plus, j'allais dire, de responsabilité et d'autonomie. Et comment c'est vécu aussi, alors on n'aura pas le médecin en face, mais comment vous le voyez sous l'angle de la communauté médicale, les retours que vous en avez? Donc, heureusement, en tant que présidente aussi de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec, j'ai beaucoup contribué au développement puis aux étapes qui ont précédé les changements. Je peux vous assurer que l'équipe médicale était avec nous derrière parce que on est formé déjà, dans le fond, les IPS, cardiologie, néphrologie, qui sont en soins aux adultes, néphrologie et néonatologie étaient présentes depuis 2005 dans le réseau de la santé, les premières lignes depuis 2009. Et on était déjà formés pour poser le diagnostic parce qu'on établissait des plans de traitement. Puis pour pouvoir le faire, il faut savoir évaluer et poser le diagnostic pour faire le bon plan de traitement. Alors, c'est comme si on est venu juste remettre l'ordre dans ce qui devait se faire. C'était très complexe et on demandait constamment l'aide des médecins parce qu'on ne pouvait pas poser le diagnostic. On savait ce qu'on devait faire, on savait ce qu'on devait prescrire, mais on n'avait pas le droit de mettre le mot sur le diagnostic. Alors, les médecins ont contribué dans les travaux préparatoires à nommer les enjeux que ça apportait au niveau de l'accessibilité aux soins et services, ce qui fait que nos médecins qui étaient en partenariat avec nous étaient déjà avec nous dans le processus. Alors, certainement qu'il y a des gens qui étaient opposés, évidemment. Par contre, c'est le changement qui est difficile à vivre. Et je l'ai vu là, depuis 2009, toute cette évolution où il y avait des gens qui avaient peur que les infirmières praticiennes ne soient pas aptes à poser ces gestes-là. Mais on savait que dans le reste du Canada et aux États-Unis et même en Angleterre, les IPS posaient les diagnostics. Et quelle était donc la différence côté sécurité, qualité chez les infirmières praticiennes au Québec pour faire ce retard-là? Et avec le temps, on a démontré donc la valeur ajoutée. On a démontré qu'on avait la formation qu'il fallait et au bout de plusieurs débats, présence en Assemblée nationale et discussions avec plusieurs partenaires de soins, on en est venu à la conclusion qu'on devait pouvoir poser le diagnostic pour améliorer l'accès aux soins pour la population et ça s'est bien passé. Donc, pour moi, côté pratique, tout ce que ça a fait, ça a amélioré la fluidité des soins et services, moins de références médicales. La formation était déjà là. Alors, pour nos jeunes qui quittent l'université, ben, la marche est plus haute au début parce que là, on a maintenant une autonomie supérieure et il y a beaucoup de mentorat d'accompagnement qui se fait pour les aider là, dans le processus, mais ils sont déjà formés au diagnostic, donc ça va bien. Et du côté médical, ben, il y a encore certaines personnes en résistance
qui sont pas prêts à voir, qui ont peur aussi d'un remplacement ou du fait qu'une infirmière praticienne va prendre la place des médecins. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Puis on a tellement de demandes populationnelles que tout ce qu'on fait, c'est de se compléter dans notre approche aux patients. Et souvent, les médecins qui travaillent avec nous vont d'ailleurs nous demander de l'aide dans les cas plus complexes parce que c'est des patients qui reviennent plus souvent au bureau, qui ont plusieurs problèmes à gérer et ils vont travailler en collaboration avec l'infirmière praticienne pour ce genre de clientèle-là, entre autres. Mais l'infirmière praticienne va avoir de tout dans son caseload et le médecin aussi n'aura pas uniquement que des cas complexes, mais il va travailler en partenariat avec nous pour augmenter la charge globale de patients pris en charge par le médecin. Il y a des milieux où on est à une équivalence de 2-3 000 patients par médecin par la collaboration avec les infirmières praticiennes et l'équipe pour offrir une meilleure prise en charge. Donc, il n'est pas isolé tout seul dans sa pratique. Il y a une équipe avec lui qui y travaille et c'est ce qui est la valeur ajoutée d'être ensemble dans cette pratique-là. Il y a peut-être un message que je n'avais pas compris. Pour les médecins, c'est sur la base du volontariat ou c'est vraiment une institution aujourd'hui qui va s'imposer à tous? Il y a une période de transition? Comment vous voyez les choses? C'est du partenariat, en fait. C'est une décision de l'équipe médicale de travailler ou non avec des infirmières praticiennes. C'est certain qu'actuellement, on est 800-850 IPS certifiés au Québec. On vise à être 2000, peut-être plus éventuellement, mais pour l'instant, le gouvernement vise 2000. Donc, il y a de la place en masse et c'est vraiment là sur une base volontaire. Et je vous dirais que ceux qui étaient le plus dans l'ouverture sont déjà en collaboration avec nous et ceux qui regardaient pour voir comment ça allait se passer sont aussi maintenant en train de commencer à collaborer avec nous aussi dans la pratique clinique. Donc, c'est pour ça que ça se passe bien. Il ne faut pas la forcer, la collaboration. Il faut la développer par les connaissances, les forces de chacun, le désir de chacun et ça se passe vraiment bien. On arrive à l'unité, hein? On n'est pas en grande quantité, donc ce n'est pas menaçant parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment ceux qui ont envie de travailler avec nous qui sont présents dans la pratique. Et sur le plan financier, ça fonctionne comment en fait? Parce que on imagine bien qu'effectivement, un médecin va être, en France, les médecins sont aussi surchargés, comme c'est le cas chez vous. Donc, il y a une partie du travail qu'ils ont à faire qui puisse être pris en charge par des infirmières bien formées. Je pense que ça posera de problème à personne. D'autant plus que les infirmières ont été bien formées avant, connaissent bien la problématique. Sur le plan financier, vous travaillez uniquement, ces infirmières telles que vous les avez décrites sont uniquement dans le secteur public, elles peuvent être aussi dans le secteur privé, et si elles sont dans le secteur privé, c'est quoi les relations financières avec les médecins? Parce qu'à un moment, c'est quand même ça qui risque, enfin, ce sujet-là va être quand même un point important. Oui, majoritairement au Québec, c'est le secteur public. On travaille donc pour l'État et on est des salariés. Étant donné qu'on accompagne l'équipe médicale dans la prise en charge, tout en étant autonome dans notre pratique, on amène des patients supplémentaires sous l'équipe médicale. Donc, ça ne fait que des gains pour les médecins parce que tout ce qui est cote de vulnérabilité, inscription actuellement est au nom encore des médecins. Quand ça ne sera plus le cas, on demeure ensemble encore en travail de collaboration. Il y a des montants. Les médecins, eux, au Québec, ont une pratique autonome. Donc, il y a un montant qui est alloué jusqu'au mois de janvier de cette année. Actuellement, il y a des négociations qui sont en cours entre le syndicat des médecins, qu'on nomme la FMOQ au Québec, et le gouvernement. Donc, ils recevaient 30 000 $ pour payer la location des bureaux par année, lorsque les infirmières praticiennes travaillaient dans leur cabinet, et 30 000 $ pour travailler en collaboration avec l'infirmière praticienne. En Ontario, ces montants-là sont de 10 000 $ pour le travail de collaboration avec l'infirmière praticienne, mais ils sont rendus déjà plus loin dans l'approche, elle posait déjà les diagnostics. Pour nous, actuellement, je ne sais pas comment cette année, là, l'évolution des travaux se fait et qu'est-ce que sera cette conclusion. Il y a toujours un montant qui est là présent pour le moment où le médecin prend un temps avec nous pour discuter des cas cliniques. Donc, je pense que ça va rester comme ça, certainement. Quel sera le nouveau montant, je ne le sais pas. Est-ce que ce sera sous forme de consultation, comme par exemple les médecins de famille et infirmières praticiennes, si on consulte un médecin spécialiste, il y a un forfait pour le médecin spécialiste pour la consultation.
Donc, il est possible aussi éventuellement, peut-être que ce soit le paiement que recevra le médecin de famille, mais certainement actuellement, ils n'étaient pas perdants côté financier parce qu'il y avait des montants alloués là, pour cette pratique de collaboration. Et honnêtement, si je m'assois avec mon médecin partenaire une fois par mois maintenant, c'est certain que j'ai quand même 10 ans d'expérience. C'est beau. C'est vraiment rare. Ça va être des petits apartés à l'occasion, là, en forme de questions, comme vous allez demander à votre collègue, par exemple, ce qu'il en pense. Bien, c'est un peu ce qui se passe maintenant et il y a un montant forfaitaire. Merci beaucoup, Christine, pour ce partage d'expérience qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt parce qu'effectivement, les lignes sont aussi en train de bouger en France et je pense que ce partage d'expérience est très riche et peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau avec vous et peut-être de voir le bilan dans 3 ou 4 ans. Merci beaucoup et à bientôt. Ça me fait plaisir, merci.